Bien, je vous remercie d'être présents aussi nombreux pour cette reprise des rendez-vous du CAS. J'ai beaucoup de plaisir à saluer François Bourguignon, qui est ancien chef économiste de la Banque mondiale, ce qu'il qualifie particulièrement pour parler des sujets d'aujourd'hui, vous allez le voir, qui était également directeur de l'École d'économie de Paris. C'est un spécialiste de longue date des questions d'inégalité. Il a notamment publié quelques années avec Anthony Atkinson, le Handbook of Income Distribution, c'est-à-dire en sorte le livre de poche de la distribution des revenus. C'est à ce titre, de manière tout naturelle, qu'il s'est penché à nouveau sur la question de la mondialisation dans cet ouvrage, qui est le sujet de notre rencontre de ce soir, La mondialisation de l'inégalité, de François Bourguignon, publié à la République des idées. Alors la mondialisation est l'objet d'un débat constant, avec des positions souvent passionnelles et radicales, entre la mondialisation heureuse d'Alain Minc et les critiques virulentes de certains altermondialistes. Et dans ce contexte, c'est difficile d'avoir des visions réalistes, mesurées, documentées, scientifiques de la mondialisation. Et c'est d'abord à ce titre que ce livre est précieux. La mondialisation, c'est un sujet qu'on essaye de regarder de manière très régulière au CAS, puisque nous avons les rendez-vous de la mondialisation qui se tiennent 4 fois par an. La prochaine édition est demain, donc c'est un moment de publicité qui est opportun. On se penchera sur le cas de l'Afrique, qui connaît actuellement une forte croissance économique, mais dont le rattrapage n'est pas au niveau, pour l'instant, de ce que connaissent d'autres régions du monde. Et c'est l'un des sujets qui sont abordés dans l'ouvrage de François Bourguignon. Et ces débats autour de la mondialisation sont liés évidemment à l'accélération des échanges, à la rapidité des moyens de transport. Nous échangeons de plus en plus de biens et de services. La chaîne de valeur est de plus en plus éclatée. On avait étudié ça avec Patrick Artus, qui était venu aborder ce sujet ici même il y a quelques mois. Ah oui, non, mais la mondialisation des télécommunications a énormément de vertus et quelques légers handicaps. Mais la mondialisation, ce n'est pas quelque chose qui est voulu pour des motifs politiques ou culturels. Elle est le fruit d'une division du travail qui a obéi à une rationalité économique. Mais précisément pour cette raison, parce qu'elle se fait sous ses propres moteurs, elle a des conséquences qui ne sont pas prévues à l'origine, qu'on constate. Et de ce point de vue-là, en termes d'inégalité en particulier, ce sont des conséquences qu'il est très important d'étudier. Alors, la première conséquence, il faut quand même le dire, notamment par rapport aux critiques parfois un peu simplistes de la mondialisation, que sa première manifestation, au moins si on regarde les 20 ou 30 dernières années, c'est d'avoir permis à des vitesses inconnues à l'échelle de la planète, à des populations qui étaient hier frappées d'extrême pauvreté de sortir du dénuement. On le voit en particulier dans les grands pays émergents, les fameux BRICS, où une véritable classe moyenne prend son essor et accède progressivement à un niveau de vie qui n'est pas encore tout à fait celui des Occidentaux, mais qui est très supérieur au niveau de subsistance que l'on constatait il y a seulement quelques décennies. Ça ne veut pas dire que la grande pauvreté est en voie de disparition, loin de là. Un chiffre que vous donnez, François Bourguignon, 3 milliards d'habitants, soit presque la moitié de la population mondiale, vit aujourd'hui avec moins de 2 $ par jour. C'est quand même un chiffre qui reste frappant. Il y a donc un retournement depuis une vingtaine d'années. Les inégalités au niveau mondial entre pays qui ont constamment progressé depuis le début de la révolution industrielle, qui avait hissé très loin devant les pays développés, sont désormais dans une phase de diminution, notamment à cause de la croissance des pays émergents et principalement de la Chine et de l'Inde, qui connaissent des taux de progression de 5 voire 10% par an. Et donc ça produit un phénomène de rattrapage assez naturel par rapport à des pays développés qui sont plutôt autour de 2% par an. Mais le revers de la médaille, et c'est la raison pour laquelle ce phénomène est complexe, c'est qu'en parallèle à ce mouvement de réduction de l'inégalité au niveau mondial, on a une augmentation de l'inégalité au sein des nations. L'écart entre les plus riches et les plus pauvres, qui n'avait cessé de se réduire entre
la fin de la Première Guerre mondiale et les années 80, est en train de s'accroître à nouveau aux États-Unis de manière spectaculaire et dans un certain nombre de pays européens également. La France est moins concernée, mais évidemment, elle est soumise aux mêmes facteurs structurels et c'est aussi ce qu'il importe d'étudier. Alors, pourquoi un tel phénomène? Qu'est-ce qui explique ces mouvements parallèles entre les évolutions à l'intérieur des frontières et les évolutions entre pays? C'est sur ce sujet en particulier que vous vous penchez, avec une question un peu sous-jacente qui est constante dans les débats. Est-ce que l'inégalité, c'est un peu le prix à payer pour cette croissance, en particulier cette forte croissance des pays en développement, ou est-ce qu'au contraire, c'est l'un des risques qui guette cette croissance? Est-ce qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour se préserver de cette inégalité, y compris pour cette croissance elle-même? C'est l'une des questions auxquelles il faut répondre pour traiter de cette question. C'est une question en tout cas qui arrive... On a toujours parlé, on sait depuis quelques décennies, à la faveur de cette augmentation de l'inégalité dans les pays en développement. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Mais j'étais il y a quelques semaines en Chine et c'était frappant de voir à quel point cette question de l'inégalité est maintenant également au cœur des préoccupations des dirigeants chinois. Et pour eux, c'est clair qu'il faut trouver un équilibre entre une plus forte croissance et la résorption des inégalités en termes de revenus, en termes de protection sociale. Et donc ce débat ne va certainement pas disparaître à bref délai. Donc c'est toutes ces questions qui sont passionnantes, auxquelles je n'ai pas les réponses, mais il y en a certaines dans votre livre. Et François Bourguignon, en vous remerciant à nouveau d'être présent ce soir, en vous remerciant à la fois pour la clarté de votre ouvrage et l'indépendance d'esprit dont vous faites preuve, je vous passe la parole pour avoir la réponse à toutes ces questions et bien d'autres encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. J'ai cru à un moment que vous alliez résumer l'ensemble du livre et que je n'aurais absolument plus rien à dire. Avec cette conclusion que vous avez eue, j'ai peur de décevoir énormément l'auditoire très nombreux, parce que malheureusement, je n'ai pas la réponse à toutes les questions qui peuvent se poser à propos de cette montée des inégalités que l'on observe dans un certain nombre de pays dans le monde. Mais ce que je voudrais essayer de faire dans les 45 minutes que l'on m'a données, c'est de résumer rapidement le raisonnement qui est dans ce livre, qui est un tout petit livre, hein, je vous l'indique, je vous le signale tout de suite, vous n'allez pas mettre très longtemps à le lire, donc éventuellement ce sera plus efficace que de m'écouter, mais je vais simplement essayer de résumer la problématique du livre et quelques idées forces. Le point de départ, comme cela a été dit, c'est vraiment ce constat d'un paradoxe, d'une évolution assez contradictoire dans l'évolution de l'inégalité mondiale. J'ai travaillé depuis assez longtemps sur l'analyse de l'évolution de l'inégalité mondiale dans le sens inégalité entre tous les citoyens du monde, c'est-à-dire pas seulement l'inégalité entre les pays, entre le Rwanda d'un côté, le Luxembourg de l'autre, etc., mais vraiment en prenant en compte les populations, le poids des populations, en prenant en compte les inégalités à l'intérieur des pays et en prenant en compte le fait que dans le monde, les riches sont peut-être plutôt aux États-Unis, au Luxembourg ou à Dubaï, et les pauvres sont en Éthiopie, sont au Burundi, et l'écart est évidemment absolument considérable, bien plus considérable que dans n'importe quel pays, même parmi les plus inégalitaires comme l'Afrique du Sud, comme éventuellement le Brésil. Et le constat que l'on peut faire en examinant l'évolution de cette distribution entre les citoyens du monde, c'est effectivement le fait qu'elle a augmenté l'inégalité de façon très rapide, très forte pendant pratiquement l'ensemble du XIXe et la première moitié du XXe siècle, avec le décollage des économies qu'on appelle aujourd'hui les économies développées. Et puis, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le processus est un tout petit peu ralenti, mais la croissance de l'inégalité a continué, jusqu'à peu près
la fin du XXe siècle, le tournant du millénaire, un petit peu avant, mettons le milieu des années 80, où là, on a constaté un renversement qu'on peut proprement qualifier de renversement historique de l'évolution. Soudainement, l'inégalité a commencé à diminuer. Et en même temps, quand on regarde l'évolution de l'inégalité mondiale, on se rend compte que ce phénomène de diminution au niveau mondial s'accompagne d'un phénomène d'augmentation de l'inégalité au sein des pays. En fait, l'inégalité mondiale, on peut de façon très schématique la décomposer en deux parties, en disant d'un côté, il y a l'inégalité qui a lieu entre les pays, et puis de l'autre côté, il y a l'inégalité qui a lieu à l'intérieur des pays. Et donc, l'inégalité mondiale diminue aujourd'hui parce que l'inégalité entre les pays a tendance à diminuer, mais l'inégalité mondiale diminue moins vite que ce que ne voudrait cette évolution de l'inégalité entre pays, simplement parce que l'inégalité au sein d'un certain nombre de pays, elle, s'est mise à croître. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une sorte de processus, de principe de vase communicant entre les deux? Est-ce que si d'un côté, les inégalités entre pays diminuent, est-ce que automatiquement ça signifie que les inégalités à l'intérieur des pays, en tout cas d'un certain nombre de pays, aura tendance à augmenter? Et c'est ce phénomène, ce double phénomène, dont je pense qu'il est étroitement lié au processus de mondialisation de l'économie mondiale par définition, mais de nos économies de façon générale, que j'analyse dans ce livre. Alors, je vais diviser ma présentation en 4 parties. Un petit mot d'abord sur les éléments, les faits empiriques qui existent dans ce domaine. J'en ai déjà dit un mot. Ensuite, qu'est-ce qui est derrière ça? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme explication à cette double évolution dont je parle? Quels sont les mécanismes par lesquels la mondialisation et éventuellement d'autres phénomènes influent sur l'évolution de l'inégalité mondiale et sur l'évolution des inégalités nationales? Troisième point, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Est-ce que ce processus-là qui est en cours va continuer? On peut souhaiter que l'inégalité mondiale continue à diminuer, mais on voudrait peut-être que les inégalités nationales ne continuent pas à augmenter. Sinon, on risque d'avoir un processus de blocage de l'ensemble du processus de développement de l'économie mondiale, puisque dans certains pays, les gens, les masses, diront, voilà, nous, on ne veut plus de société aussi inégale et on préfère renverser, réformer complètement le processus de développement économique. Et puis finalement, en voyant dans quelle direction les choses évoluent, et je ne pense pas être très optimiste de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un moyen, à travers des instruments de politique économique, de contrecarrer le processus d'inégalisation et d'accélérer le processus d'égalisation au niveau mondial? Voilà les quelques points que je voudrais aborder. D'abord, le constat d'un point de vue empirique. Alors, j'ai déjà parlé de l'inégalité mondiale, je ne vais pas m'y appesantir. Je veux simplement dire que, d'une part, c'est un niveau d'inégalité qui est absolument gigantesque, bien supérieur à tout ce qu'on a pu voir dans un pays particulier. J'ai parlé de l'Afrique du Sud, j'ai parlé du Brésil, ce sont effectivement les pays parmi les plus inégalitaires du monde. Le monde est encore beaucoup plus inégalitaire que ces pays-là. Très probablement, il ne serait pas envisageable à l'intérieur d'une communauté nationale, si tant est, étant donné le sens qu'on peut donner à ce terme de communauté, d'avoir des degrés d'inégalité aussi élevés sans que la communauté ne se dissolve ou sans qu'il y ait des conflits importants à l'intérieur de la communauté. Deuxième point, le renversement qui a lieu n'est pas un renversement marginal, c'est un renversement massif. En l'espace de 25 ans, l'économie mondiale a plus ou moins gommé l'augmentation des inégalités qui a eu lieu dans les 75 dernières années, grosso modo. Donc, le processus est un processus majeur. Et puis, dernier point, si on peut douter de l'importance du concept d'inégalité au niveau mondial, en disant finalement les gens ne se comparent pas systématiquement avec les gens qui vivent exactement à l'autre bout de la planète, on peut être sensible, en tout cas d'un point de vue de philosophie morale, au phénomène de la pauvreté
Et il faut effectivement reconnaître que sur les 25 dernières années, la pauvreté dans le monde a reculé comme jamais elle n'avait reculé auparavant. Non seulement la proportion de pauvres dans le monde a diminué de façon considérable, vous vous souvenez peut-être que les objectifs de développement du millénaire prévoyaient une diminution de moitié de la pauvreté entre 1990 et 2015. Cet objectif est largement atteint, il est déjà complètement dépassé. Le nombre de pauvres dans le monde a diminué d'un volume qui est entre 500 et 600 millions sur les 25 dernières années. C'est quelque chose de considérable, c'est véritablement un processus historique. De l'autre côté, augmentation des inégalités à l'intérieur d'un certain nombre de pays. On a parlé des États-Unis, c'est évidemment l'exemple le plus marquant. Et en même temps que sortait ce livre, La modélisation de l'inégalité, sortait aussi un livre de Joseph Stiglitz qui s'appelle Le prix de l'inégalité, qui est plus centré sur les États-Unis. Et on a eu quelques débats avec Stiglitz sur ces problèmes-là qui étaient extrêmement intéressants. Mais les États-Unis ne sont pas une exception. Quand on prend l'évolution de la part des 5% les plus riches, du 1% le plus riche dans les sociétés des pays développés, on constate qu'aux États-Unis, on est aujourd'hui à peu près de retour au niveau où on était au début du XXe siècle, dans les années 20 à peu près, ce qui était un niveau absolument considérable. Après une période relativement longue de stabilité à un niveau relativement bas, mais on constate le même phénomène, avec à peu près le même type d'évolution, de courbe en U, au Royaume-Uni. On le constate au Japon. On commence à le constater dans certaines économies d'Europe continentale, comme l'Allemagne. On le constate dans des pays à tradition fortement égalitariste, comme la Suède. On le constate dans des pays plutôt émergents, en développement. La Chine est un pays dans lequel on a le même phénomène. L'Inde est un pays dans lequel on a le même phénomène. Donc on a le sentiment qu'il y a quelque chose de commun dans tout ce processus d'augmentation des inégalités. La France est un pays qui a jusqu'à présent plus ou moins échappé à cette espèce de contagion de l'inégalité. Pendant très longtemps, l'inégalité a en fait diminué en France. Elle est restée stable pendant un certain temps et c'est uniquement depuis une petite dizaine d'années qu'on voit de nouveau une hausse de l'inégalité. Les derniers chiffres de l'INSEE qui se correspondent aux enquêtes 2010 l'indiquent très nettement. Le problème est de savoir si on est en train de suivre le même chemin que d'autres pays avec un certain retard, ou s'il y a quelque chose de fondamentalement différent chez nous, et si, éventuellement, notre société, et je crois que c'est un problème d'actualité brûlant en ce moment, si nos sociétés seront prêtes à accepter une augmentation de ces inégalités. Mais ce qui est vraiment important, c'est de voir que le phénomène n'est pas limité non plus aux pays développés. L'OCDE dit que dans pratiquement les 2/3 des pays de l'OCDE, on observe une augmentation forte de l'inégalité. Et quand on prend les pays en développement, la Chine, qui a été citée, est un cas évident. L'Inde est un cas absolument évident. Et c'est de nouveau, c'est un pays dans lequel l'inégalité est restée pendant des décennies, pratiquement depuis l'indépendance, à un niveau incroyablement bas. On observe aujourd'hui une augmentation très très forte. L'Indonésie, le Vietnam, seuls les pays latino-américains, d'une certaine façon, sur les 20 dernières années, n'ont pas vu une augmentation très forte, mais il faut aussi signaler que c'est les pays qui étaient déjà au départ les plus inégaux dans le monde. Donc, pour eux, augmenter l'inégalité, probablement devenait quelque chose de socialement tout à fait insoutenable. Donc voilà le type de faits empiriques avec lesquels nous vivons. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Expliquer l'évolution de la diminution de l'inégalité mondiale est relativement facile. Vous devinez, évidemment, quand je parle d'une diminution de la pauvreté de 500 ou 600 millions de personnes, vous devinez que les grands géants des émergents sont là, c'est-à-dire l'Inde et la Chine sont là, et c'est en fait surtout la Chine qui est responsable de ça. La croissance tout à fait extraordinaire de l'économie chinoise depuis 25 ans est responsable évidemment dans une large mesure de la diminution des inégalités dans le monde. Mais
ça n'est pas seulement la Chine. Lorsque vous faites la même analyse en extrayant de l'échantillon de population mondiale la Chine, on constate encore une diminution de l'inégalité. Et ce qu'il y a derrière ça, c'est effectivement avant tout ce processus de rattrapage des économies en développement vis-à-vis des économies développées. Ce rattrapage a lieu à l'heure actuelle à une vitesse accélérée. Il est facilité d'une certaine façon par le fait que le chemin d'une compétitivité plus grande, d'une productivité plus grande, pour les économies émergentes, le chemin est tracé. Elles peuvent observer les pays développés et en imitant le type d'organisation des pays développés, en imitant les techniques en utilisation dans les pays développés et en accumulant l'infrastructure, le matériel, le capital humain nécessaires pour fonctionner comme ces pays-là, de façon pratiquement automatique, ils sont capables de rattraper, de récupérer une partie de l'écart qui les sépare de ces pays-là. Et c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Alors que dans les pays développés, croître signifie déplacer la frontière de production, ça signifie inventer des nouvelles façons de produire, de nouveaux produits, et l'opération est beaucoup plus délicate. D'un côté, on imite en adaptant, de l'autre côté, on ne peut se développer qu'en innovant et qu'en créant de nouvelles structures, de nouvelles pratiques de production. Et c'est ça, avant tout, le phénomène du rattrapage dans l'économie mondiale. Maintenant, si on essaie de regarder ce qui se passe à l'intérieur des pays. Alors, on peut peut-être faire une distinction entre ce qui se passe dans les pays développés et dans les pays en développement, parce que les mécanismes à l'œuvre ne sont pas toujours exactement les mêmes. Il y en a beaucoup qui sont communs, mais pas tous. Je crois que le premier facteur sur lequel je voudrais insister, s'agissant de l'ensemble des économies, mais peut-être de façon plus directe des économies développées, c'est le progrès technique. On parle beaucoup de ce qu'on appelle les hyper-revenus, les superstars, et les revenus des superstars, qu'il s'agisse de vedettes de rock, de vedettes de cinéma, de grands sportifs. Et on se dit, mais comment se fait-il que soudainement ces gens-là gagnent des sommes qui sont pratiquement incomparables à ce que peuvent gagner des gens qui ont les mêmes presque le même talent, mais pas tout à fait, ne sont pas arrivés au sommet de leur profession ou de leur art. Et l'une des raisons mises en avant, qui est assez forte, c'est effectivement cette notion de progrès technique et du fait que nos sociétés sont capables de donner un public, de donner une audience à des grands talents qui n'a aucune mesure avec ce qui était le cas il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans. Je lisais l'autre jour dans un magazine, ça arrive chez le dentiste ou ailleurs, que U2 avait fait récemment une tournée mondiale. La moyenne du public dans la tournée mondiale, il devait y avoir à peu près une centaine de concerts, était de 40 ou 50 000 spectateurs à chaque concert. Est-ce qu'on peut imaginer, il y a 50 ans, des concerts avec autant de gens? Vous voyez que derrière, il y a la technologie du son. C'était absolument impossible d'avoir ce type de son il y a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, d'ailleurs, on fait mieux de ne pas être trop près des baffles pour que ces tympans puissent survivre. Mais c'est quelque chose qui est nouveau. Dans le livre, je cite le cas de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, qui vient de sortir un livre maintenant dit pour adultes. Rowling touche un revenu annuel de 300 millions de dollars. Vous regardez les auteurs aux États-Unis qui ont énormément de succès, qui sont en tête des best-sellers, etc. Vous avez des gens qui gagnent 100 000, 200 000 dollars à peine dans l'année. Donc, il y a une augmentation des écarts qui est fulgurante et qu'on peut analyser en termes purement et simplement d'augmentation des audiences. Les vedettes de football sont maintenant vues dans le monde entier. Le grand match de finale de la Ligue des Champions est vu par des millions et des millions de spectateurs, etc., etc. Alors maintenant, à partir de là, il y a d'autres phénomènes. Comment se fait-il que les PDG
Ils n'ont pas non plus nécessairement des talents aussi évidents que les joueurs de football ou que Bono dans U2. Et comment c'est dit qu'ils soient aussi bien payés. Mais là aussi, on a un phénomène tout à fait majeur, qui est l'augmentation de la taille des entreprises. Les entreprises ont augmenté leur taille de façon vertigineuse. Et aujourd'hui, si vous êtes dans une équipe de direction qui est capable d'augmenter le profit d'une entreprise de 0,01%, eh bien pour l'entreprise, c'est quelque chose de considérable. Et que l'entreprise vous reverse une petite partie de ce que vous êtes capable de lui faire gagner, ça représente des montants absolument gigantesques. Et donc, on a des explications pour ça. Alors maintenant, ce n'est pas toute l'explication. Je pense que chez les PDG, peut-être en particulier aussi dans le domaine de la finance, il y a des rémunérations qui probablement ne sont pas justifiées, ne rémunèrent pas nécessairement des talents absolument formidables. Il y a des problèmes d'information asymétrique, de mauvaise information, de copinage, de rente, de situation. On ne peut certainement pas le nier. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a un mouvement dans le progrès technique qui fait que les inégalités ont eu tendance à augmenter. Et ça, on le constate dans beaucoup d'endroits. La deuxième raison pour l'augmentation des inégalités dans les pays développés, c'est la mondialisation des échanges. L'arrivée de l'Inde, d'abord de la Chine, puis de l'Inde, début des années 90, la Chine vers le milieu des années 80, dans les échanges mondiaux, on estime que ça a correspondu à peu près à l'arrivée dans l'économie mondiale d'un nombre de travailleurs non qualifiés de l'ordre de centaines de millions, un petit peu moins d'1 milliard. On ne peut pas imaginer que dans une économie intégrée ou en voie d'intégration comme l'économie mondiale, l'arrivée d'une telle masse de travailleurs ne modifie pas de façon radicale la structure de production dans le monde et les échelles de rémunération dans le monde. Et c'est très exactement ce qui s'est passé, en tout cas dans un premier temps. Changement de la structure géographique de la production, délocalisation ou relocalisation ou localisation de nouvelles activités vers l'Asie, on est tous au courant de ce qui s'est passé. Modification des échelles salariales, c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement observé en France, notamment à cause de la législation du salaire minimum. C'est ce qu'on a observé très fortement aux États-Unis, à tel point que dans les années 90, un fameux économiste américain a intitulé un papier qui a eu beaucoup de succès « Nos salaires sont-ils fixés à Pékin ?» Et ça résumait bien la vision que les Américains avaient à l'époque de ce phénomène. En Europe, on peut penser que ce phénomène n'a pas été peut-être une baisse des salaires, mais a été probablement l'une des causes de la montée du chômage dans les années 80. Mais ça, c'était un premier temps. Et c'est relativement intéressant. On pourrait se dire, bon, maintenant c'est fini. À la limite, toutes les industries qui sont intensives dans cette main-d'œuvre non qualifiée ont été relocalisés pratiquement dans d'autres pays où la main-d'œuvre est bien meilleur marché, et donc le processus est fini. Mais le processus ne s'arrête pas. Premièrement, c'est un processus continu. Il y a un continuum de types d'industries, et la relocalisation ou la restructuration géographique de l'activité mondiale est un processus continu. Mais en particulier, le processus aujourd'hui touche de plus en plus ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne. Aujourd'hui, avoir des comptables, avoir des gens responsables du maintien ou de l'examen des titres à la disposition d'une banque ou d'une compagnie quelconque. Les compagnies d'assurance, avec leurs contentieux, de plus en plus délocalisent dans d'autres pays leurs activités. Mais là, on n'est plus en train de parler de main-d'œuvre non qualifiée. Les gens qui font ça dans nos pays sont des gens parfaitement qualifiés, avec des diplômes qui ont été relativement loin dans leurs études. Et maintenant, la concurrence est là. Donc, la concurrence a d'abord été dans le bas de la distribution. Les non qualifiés qui restent dans nos pays sont plutôt des gens qui travaillent dans la production de services non échangeables, non concurrencés par le reste du monde. Mais maintenant, ce sont des gens qui travaillent dans des services concurrencés
à travers les techniques de communication et d'information qui sont concurrencées par le reste du monde. Et donc ce phénomène est un phénomène majeur. On peut comprendre comment, et c'est effectivement ce qu'on observe aux États-Unis, où dans un premier temps, c'est vraiment le bas de la distribution qui a décroché par rapport au reste, en tout cas par rapport à la médiane, et dans un deuxième temps, c'est effectivement le milieu et le bas de la distribution qui ont décroché par rapport au haut de la distribution. Et c'est vraiment ça qu'on observe aux États-Unis, qu'on observe dans d'autres pays. Donc, cette mondialisation des échanges, qui est responsable, comme on l'a dit tout à l'heure, en partie de la croissance très rapide des pays émergents et donc du rattrapage dont je parlais tout à l'heure, en même temps a pu créer cette augmentation des inégalités dans les pays développés. Le troisième phénomène, mais qui est lié complètement, en fait tous ces phénomènes sont liés, je reviendrai peut-être dessus, mais le progrès technique, d'une certaine façon, est lui aussi le résultat d'une concurrence exacerbée, elle-même le résultat de la mondialisation, et qui font que les entreprises cherchent désespérément à augmenter leur productivité, à augmenter leur compétitivité, et le progrès technique est une des façons de prendre un avantage sur la concurrence. Le troisième phénomène qui est lié à tout ça, c'est l'augmentation à un niveau macroéconomique, cette fois-ci, de la part du capital, donc de la part des profits, dans le produit intérieur, dans la plupart des pays du monde. C'est quelque chose qu'on observe. Alors c'est un peu plus compliqué dans les pays émergents parce que tous les employés ne sont pas des salariés et c'est un peu compliqué de faire la part de ce qui est travail, de ce qui est non-travail dans la production d'entrepreneurs individuels. Mais on a un phénomène, là où on peut mesurer le phénomène existe aussi. Et il est tout à fait évident, à partir du moment où, à cause de la concurrence internationale, le coût de la main-d'œuvre, d'abord non qualifiée, puis qualifiée, diminue. À partir du moment où les entreprises, en se relocalisant dans l'ensemble du monde, en fragmentant leur chaîne de valeur, sont capables de profiter de ces nouvelles opportunités qu'offre la mondialisation, qui ou quel facteur profite de tout ça? C'est évidemment le capital. Et donc, les profits ont augmenté, et comme les profits sont appropriés par des gens qui sont plutôt dans le haut de la distribution, pas seulement, hein, n'oublions pas qu'il y a des fonds d'investissement qui sont détenus en partie, évidemment, par des revenus plus modestes, mais dans la mesure où c'est vrai qu'il y a une grande concentration de ces profits dans la distribution, il est évident que ça aussi, ça contribuait à l'augmentation des inégalités. Et puis deux derniers facteurs sur lesquels on peut là aussi s'étendre, le processus de dérégulation qui a eu lieu dans le monde développé d'abord, dans le monde en développement ensuite, à partir du début des années 80, notamment avec les initiatives d'économie de l'offre de Ronald Reagan et puis la politique de Margaret Thatcher, ce processus de dérégulation qui a démarré dans quelques pays a finalement essaimé dans l'ensemble des pays de nouveau à travers un principe de compétition, à travers un principe de concurrence. À partir du moment où les entreprises dans certains pays étaient capables de fonctionner sans les contraintes que des entreprises analogues avaient dans d'autres pays, eh bien ça a été plutôt la course vers le bas, c'est-à-dire qu'on a éliminé les contraintes un petit peu partout. La révolution financière, le Big Bang, a lieu dans les années 80 sous l'initiative de Margaret Thatcher dans la City de Londres. Elle est immédiatement imitée par Wall Street. Et quelques années plus tard, c'est l'Europe continentale qui adopte à peu près les mêmes règles de comportement. Et donc cette dérégulation, en libérant le pouvoir des entreprises, le pouvoir du capital, a elle aussi contribuer à une augmentation des inégalités. Alors, elle aussi, d'ailleurs, on parle de la dérégulation comme étant essentiellement un phénomène qui a encouragé la concurrence. Il faut bien voir que dans un certain nombre de cas, la dérégulation s'est en fait accompagnée de la création de monopoles. La seule chose, c'est que les monopoles étaient privés plutôt que des monopoles publics.
Le cas du Brésil est exemplaire, le cas du Mexique est exemplaire. Le Mexique, en suivant les injonctions de la Banque mondiale pour plus de concurrence, plus d'ouverture, plus de libéralisation dans les années 80, a libéralisé son secteur des télécommunications, qui est devenu un monopole privé absolu, et le propriétaire de ce monopole, qui s'appelle M. Carlos Slim, est aujourd'hui la plus grande fortune du monde. Carlos Slim était à un niveau de revenus et de richesse qui était relativement faible il y a une trentaine d'années. Et il doit sa fortune effectivement à la dérégulation du secteur de la communication au Mexique, dérégulation qui a conduit d'un monopole public à un monopole privé. Donc, ne croyons pas que la dérégulation, c'est uniquement de la concurrence et que ça doit faciliter les choses. Je parlais tout à l'heure de rentes de situation, elles sont là, notamment d'ailleurs dans le secteur financier, on peut penser que le phénomène a produit des résultats en termes d'inégalité qui sont extrêmement négatifs, en encourageant les rentes. Penser que le secteur financier est un secteur extraordinairement concurrentiel serait une illusion absolument parfaite, et il y a certainement beaucoup à faire de ce point de vue-là. Donc voilà quelques éclairages sur les raisons qui sont derrière l'augmentation des inégalités. Mais vous voyez que ce qui est frappant, c'est que d'une certaine façon, on peut arriver à tout relier au processus de mondialisation qui a généré une concurrence accrue entre tous les producteurs dans le monde. Et cette mondialisation, je me souviens d'une époque où les altermondialistes manifestaient chaque fois qu'il y avait des grands sommets, et j'étais très étonné de voir qu'un jour ils manifestaient contre un sommet européen, en me disant tout de même un sommet européen, c'est pas la mondialisation. Dans le processus européen, quand on est passé au marché unique, qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? Il y avait une augmentation extraordinaire de la concurrence à l'intérieur de l'Europe. Il y a des restructurations importantes qui ont eu lieu à cette époque-là et qui sont essentiellement le fait de la concurrence. Et je crois que c'est ça l'élément essentiel. Et on ne peut pas dire que c'est la mondialisation qui crée la concurrence ou la concurrence qui crée la mondialisation. Il y a évidemment, de ce point de vue-là, un cercle, on peut probablement l'appeler vicieux, certains l'appelleront vertueux, et qui effectivement vertueux dans le sens où il permet une plus grande efficacité au niveau mondial, il permet une moindre inégalité au niveau mondial, mais il a ses effets délétères sur l'inégalité au niveau national. Est-ce que ça va continuer? Je vais passer sur les économies en développement. Les mécanismes ne sont pas tout à fait les mêmes. Pendant très longtemps, on a pensé que, puisque le travail non qualifié était handicapé par la mondialisation des échanges dans les pays développés, ça devait être le contraire dans les économies en développement. Non, pas vraiment. Lorsque la Chine a commencé à s'industrialiser à grande allure, les travailleurs qui étaient employés dans la zone côtière, dans les industries manufacturières d'exportation, ont déménagé de leur campagne et sont restés à un niveau de salaire qui était extrêmement bas. Parce que la concurrence d'autres migrants potentiels était très très forte. Si ces travailleurs demandaient un tout petit peu plus de salaire, les employeurs leur auraient dit écoutez, on a des millions de gens qui frappent à la porte, donc on ne va pas vous augmenter. Dans ces conditions-là, l'augmentation d'efficacité due à cette ouverture internationale de la Chine a profité à qui? A profité aux capitaux multinationaux qui étaient derrière, et évidemment aux capitaux chinois qui se sont investis dans ces industries. Donc, penser qu'il y a une sorte de symétrie et que d'un côté, il y a des perdants, les pauvres perdent, les riches gagnent, et de l'autre côté, ça va être le contraire, malheureusement, ça ne se pose pas dans ces termes-là, et on a des phénomènes des causes d'inégalité qui sont relativement forts dans les pays en développement. En plus de tout, dans un pays en développement, vous avez un changement radical des structures de production qui, de façon un peu naturelle, crée de l'inégalité. Le cas de la Chine est assez typique. Vous prenez en plus un pays en transition à partir d'une économie, d'une société socialiste, dans lequel il y a une très grande inégalité, vous dites à ces gens-là soudainement, chacun pour soi, c'est Turgot, que chacun s'enrichisse, chacun pour soi, il est évident que du jour au lendemain, vous allez créer plus d'inégalités. Le problème, c'est de savoir à quel moment ça doit s'arrêter, et on parlait tout à l'heure de l'inquiétude chinoise vis-à-vis de l'inégalité, elle est très très forte. Rapidement maintenant, mes deux derniers points.
Est-ce que ce processus va s'arrêter? Ou est-ce qu'il a des chances de continuer? J'ai personnellement le sentiment, alors là c'est la partie du livre qui est un peu plus de prospective, avant de devenir un tout petit peu prescriptive. Du côté prospectif, j'ai le sentiment personnellement que le processus va continuer. C'est-à-dire que le processus d'abord de rattrapage au niveau macro-mondial des économies développées par les économies émergentes n'a pas de raison de s'arrêter, j'irais même presque plus loin. Je pense que le ralentissement auquel sont soumises les économies développées est plutôt favorable à une accélération du rattrapage. En tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le ralentissement de l'économie mondiale qu'on peut observer depuis la crise de 2008, il est à peu près le même dans toutes les parties du monde. La Chine, l'Inde, le Brésil ont vu leur taux de croissance diminuer de 2-3 points en même temps que les économies américaines et européennes dans les années, à la fin des années 2000. Et dans ces conditions-là, le rattrapage, puisque c'est la différence entre les deux, a continué. La différence entre les taux de croissance est restée à peu près les mêmes, tant que le rattrapage a continué. Et comme il y a une dynamique très forte dans ces pays-là, comme alors certains disent oui, mais si les marchés occidentaux ne croissent plus très vite et même commencent à stagner à cause de la crise, alors les économies chinoises, indiennes et l'ensemble du monde en développement ne pourra pas croître très vite. C'est pas complètement exact. L'énorme avantage dont disposent ces économies, en tout cas les grands géants que sont l'Inde et la Chine, c'est de marchés intérieurs gigantesques, qui sont relativement peu développés. Et de ce point de vue-là, il y a une réserve de croissance vers l'intérieur de ces économies qui est considérable. La transformation d'une économie orientée vers l'extérieur à une économie orientée vers l'intérieur n'est pas facile. Les autorités chinoises essayent de provoquer ce retournement depuis un bon moment et elles ont des difficultés. Mais la possibilité existe et personne ne doute que si le besoin devient plus pressant, c'est effectivement quelque chose qui aura lieu. Et beaucoup plus loin que ça, le commerce sud-sud s'est développé de façon absolument considérable, à tel point qu'on sait que les économies pauvres, en particulier les économies d'Afrique subsaharienne, ont pu bénéficier à travers l'augmentation des prix des matières premières de cette croissance asiatique. On sait que la Chine, le Brésil, l'Inde sont de plus en plus présents dans les pays africains. Donc c'est tout ça qui fait que même s'il y a un ralentissement, on peut penser que le rattrapage va continuer au niveau mondial. Si ce n'est que, avec des taux de croissance de l'économie mondiale beaucoup plus faibles, il est probable que la demande pour les matières premières va diminuer, et il n'est pas invraisemblable que la flambée des prix des matières premières s'arrête et que les prix des matières premières diminuent. Et dans ces conditions-là, on risque d'avoir un problème avec les pays les plus pauvres, l'Afrique subsaharienne qui est aujourd'hui la lanterne rouge du peloton des pays dans cette augmentation des revenus. Il n'est pas impossible que l'Afrique subsaharienne soit touchée par un retour des prix des matières premières à leur niveau antérieur. Si c'est le cas, il est évident que pour continuer le processus de convergence des économies mondiales, de diminution de l'inégalité mondiale, il faudra prendre particulièrement soin de ce problème africain. S'agissant de l'inégalité à l'intérieur des pays, est-ce qu'elle va continuer à s'augmenter ou non? Alors, peut-être que là, les choses sont encore le pari à faire sur l'avenir peut-être encore un petit peu plus fort, mais personnellement, j'ai de nouveau tendance à penser que non. Et que le processus de mondialisation que j'ai décrit va probablement continuer. Et non seulement continuer, mais éventuellement s'aggraver ou s'accélérer, s'approfondir. Si je prends le cas, par exemple, des grandes entreprises, les grandes entreprises internationales vont chercher de nouveaux moyens d'améliorer leur compétitivité et pour ça, elles vont mettre à profit
ce qu'offre aujourd'hui l'économie mondiale, c'est-à-dire éventuellement redistribuer, fragmenter d'une façon un peu différente leur chaîne de production. Donc le processus qui a été engagé depuis une vingtaine d'années, très probablement peut continuer. La concurrence entre les multinationales va être exacerbée par l'arrivée maintenant des multinationales en provenance des pays émergents. Et donc de ce point de vue-là, on ne voit pas de raison pour lesquelles la concurrence mondiale, qui est derrière beaucoup des phénomènes que j'ai analysés tout à l'heure, diminue véritablement. On peut aussi penser que, ça rejoint aussi le phénomène de rattrapage, que dans des économies en crise, dans lesquelles les revenus décroissent ou croissent à une vitesse d'escargot ou même stagnent, on peut imaginer que la demande de biens de consommation soit de plus en plus orientée vers de la demande de biens de consommation de produits de qualité dans la gamme inférieure, et ces produits sont plutôt produits issus des économies émergentes que des économies développées. Le phénomène de la part du capital devrait continuer. Est-ce que le progrès technique va continuer à augmenter de façon démesurée les écarts entre les vedettes de la chanson qui ont un certain succès et celles qui ont un succès planétaire? C'est beaucoup plus difficile à dire, mais on ne voit pas non plus tellement pourquoi ce processus s'inverserait. Donc, je crois raisonnable de penser que le processus ne va pas s'arrêter et que si on veut que ce processus s'arrête, il faudra qu'il y ait des décisions qui soient prises du point de vue des politiques économiques. Alors, très rapidement, puisque j'ai épuisé mon temps, et pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire des politiques disponibles? Dans le livre, j'essaye de les diviser en plusieurs types. Le premier type, c'est évidemment, et s'agissant des économies développées, c'est évident. S'agissant des économies émergentes, c'est une possibilité qui est beaucoup plus forte que dans les pays développés. Dans les pays développés, la fiscalité est le premier correcteur évident des inégalités. On en parle aujourd'hui, le 75%, le 45%, les réformes du budget 2013 sont en plein sur cette idée-là. Maintenant, ce qu'il faut bien voir dans la correction des inégalités par la fiscalité, c'est que c'est une correction des inégalités qui a lieu ex post, une fois réalisée l'activité économique, et qu'elle modifie la rémunération de l'activité économique. On a eu tout ce débat en France il y a quelques jours avec le 75% et les déclarations d'un certain PDG dans l'industrie du luxe. Ce phénomène n'est pas à prendre complètement à la légère. Il faut voir que, peut-être pas à ce niveau-là des délocalisations importantes, mais lorsque l'on augmente la fiscalité sur un certain nombre de facteurs ou de rémunération de facteurs, comme par exemple le capital, comme ça vient d'être décidé dans le cas de la France, on peut s'attendre à plusieurs choses. Pas nécessairement une délocalisation, mais une sorte d'optimisation de la part des détenteurs de ces facteurs financiers qui vont leur permettre d'une façon ou d'une autre d'être moins exposés à un certain type d'imposition. C'est un jeu permanent qui a lieu dans tous les pays entre les avocats fiscalistes et les autorités fiscales. Dans certains pays, le même personnel, d'ailleurs, est de temps en temps du côté des autorités et passe ensuite, une fois qu'il a une bonne connaissance du mécanisme et des façons d'échapper au mécanisme, passe dans le secteur privé, et c'est un système tout à fait circulaire. On échappe pour l'instant, je crois, en France, à ce genre de phénomène. Et ce que je veux dire par là, c'est simplement que la fiscalité est certainement quelque chose qui doit être utilisé pour combattre la montée des inégalités, mais il y a très probablement une limite à ce que l'on peut faire. Dans le livre, il y a un calcul relativement simple qui est fait, qui dit si demain on voulait par la fiscalité rétablir aux États-Unis le niveau d'inégalité qu'on observait dans les années 70, ou même le début des années 80, si je me souviens bien. Il faudrait, d'après ce calcul très simple, augmenter le taux d'imposition moyen
des 5% les plus riches, qui aujourd'hui est aux alentours de 34%, légèrement inférieur, il faudrait le doubler. Ça, c'est un taux moyen. Hein. On ne parle pas de taux marginal. Ce n'est pas le 75% pour les revenus au-dessus d'1 million. C'est sur la totalité du revenu. Est-ce que, si vous avez regardé un tout petit peu la campagne électorale américaine, est-ce que d'un côté, on sait que certainement pas, il faut diminuer les impôts tels qu'ils existent aujourd'hui, mais de l'autre côté, il est évident que c'est quelque chose qui est inimaginable. Donc, il y a des limites à ce que l'on peut faire, et ces limites, elles sont, en termes d'efficacité, le système risque de devenir très inefficace si on détruit trop d'incitations, et d'un autre côté, ces limites sont aussi fixées par ce qui peut se passer à l'étranger, les délocalisations, etc. Donc, fiscalité, oui, jusqu'à un certain point. Deuxième façon de corriger les inégalités, c'est ce qu'on pourrait appeler la correction ex ante. Au lieu de corriger les résultats de l'activité économique, essayons de corriger le fait que les accès aux facilités économiques ne sont pas les mêmes entre les individus. On a des gens qui se trouvent discriminés sur le marché du travail, on a des gens ou des sexes qui sont discriminés sur le marché du travail, on a des gens qui n'ont pas accès au crédit, qui n'ont pas accès à l'enseignement supérieur, et tous ces gens, sachant que l'accès à ces facilités économiques qui leur permettraient d'exprimer leur talent est limité, en fait, on arrive à être découragés et à ne pas chercher à utiliser la totalité de leurs capacités. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement une inefficacité notable de nos sociétés, et il y a certainement des progrès à faire. Quand on prend le cas de la France, et quand on prend le système éducatif français, il y a certainement des progrès à faire. L'exemple que je donne de ce point de vue-là, c'est les résultats de l'enquête de l'OCDE PISA, qui fait passer un examen à peu près similaire à des enfants de 15 ans, donc en seconde, avec un test de compréhension d'un texte et puis un test de maths. Qu'est-ce qu'on constate dans le cas de la France, dans le cas d'ailleurs des États-Unis aussi? Ce qu'on constate, c'est que d'abord le résultat moyen, il n'est pas génial quand on se compare à d'autres pays. Bon, mais à la limite, ça c'est peut-être des choses qu'on peut améliorer, mais surtout, on constate que la dispersion des résultats est beaucoup plus forte qu'ailleurs. Autrement dit, on a un résultat moyen qui est plutôt pas mauvais, mais ce résultat moyen, il est obtenu en combinant de très bons résultats chez des enfants qui proviennent de milieux sociaux favorisés, avec des résultats beaucoup plus médiocres d'enfants qui viennent de milieux sociaux défavorisés. Là, on voit bien que c'est un creuset d'inégalité. Ça n'est pas le genre d'inégalité qui a été créé par la mondialisation, mais il est évident que si on était capable d'améliorer les choses de ce point de vue-là, on contribuerait à l'égalisation des chances des individus, et on contribuerait par conséquent d'une part à une société plus efficace et d'autre part à une société beaucoup plus égale en termes de résultats. Et les exemples de ce type-là, on peut les multiplier. Encore une fois, ce n'est pas une réponse à la mondialisation, ça ne va pas permettre de régler le problème de la différence de revenus entre Bernard Arnault et des PDG d'entreprises beaucoup plus modestes, mais ça va régler une partie de ce problème. Et puis les autres pistes, c'est peut-être de reconsidérer la question de la régulation ou de la dérégulation. Il y a des régulations qui sont nécessaires. Il semble qu'après tous les incidents auxquels on vient d'assister, la régulation du système financier est une obligation absolue, et on peut penser qu'en régulant de façon efficace le système financier, on va éventuellement éliminer des rentes de situation qui, aujourd'hui, donnent un pouvoir considérable à une certaine classe de managers financiers, et donc on va régler le problème des très hautes rémunérations en partie par ça. Prenez simplement le problème de la séparation des banques de dépôt et des banques d'investissement. Si soudainement il est possible de dire à une banque d'investissement
vous avez fait de mauvaises affaires, vous allez faire faillite, c'est votre problème, on ne va pas vous sauver. Soudainement, la rente de situation dont disposent aujourd'hui les Goldman Sachs et peut-être en France certaines grandes banques disparaît presque aussitôt. Donc, il y a certainement beaucoup de choses qu'on peut faire de ce point de vue-là. Il faut y réfléchir. Mais je voudrais simplement terminer sur un point, qui est que ces possibilités existent et je ne veux surtout pas dire qu'il faut lever les bras et simplement constater que les inégalités augmentent, qu'il n'y a rien à faire et que c'est la mondialisation et que le monde va de cette façon-ci. Je crois qu'il y a des choses à faire et il faut les faire au niveau de chacun des pays. Mais en même temps, il est évident qu'il y a une grande externalité qui lie les différents pays et qui fait que si un pays décide de réguler tout seul son secteur financier, il met son secteur financier en difficulté par rapport à la concurrence internationale. Il n'est pas possible, je défends aussi cette idée dans le livre, mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus, il n'est pas envisageable de revenir à un protectionnisme pur et dur. Et donc, de ce point de vue-là, même du point de vue des secteurs financiers, il est difficile d'imaginer qu'on puisse se séparer, s'isoler du reste du monde. Dans ces conditions-là, il y a beaucoup de mesures qui ne peuvent être envisagées que de façon internationale. Et c'est ça qui rend évidemment la question de la correction des inégalités et de l'amélioration de l'efficacité et de la stabilité de nos économies quelque chose d'aussi difficile. On n'arrivera à pas grand-chose tant qu'on n'aura pas mis d'accord les grandes puissances de ce monde. Beaucoup m'ont reproché dans ce livre de terminer sur cette idée de dire finalement c'est un vœu pieux, ça ne se fera jamais donc c'est une vision complètement idéaliste. J'ai la faiblesse de penser, peut-être parce que j'ai fréquenté pendant plusieurs années un organisme international qui a un certain pouvoir, j'ai la faiblesse de penser que ça n'est pas vrai, qu'il est possible d'obtenir des accords internationaux sur des choses difficiles et il ne faut surtout pas baisser les bras. Je crois que le moment où dans beaucoup de pays l'inégalité sera ressentie comme une véritable menace pour l'efficacité des économies, pour leur pérennité, pour leur soutenabilité sociale, ce jour-là, je crois qu'il y aura quelque chose de possible. Merci, je m'arrête là. Un grand merci et surtout un grand bravo pour cette présentation extrêmement claire et pédagogique sur un sujet extrêmement complexe. Je suis sûr qu'il y a plein de questions de votre part et sans doute aussi de la part des internautes qui nous regardent en direct. Je vais devoir vous quitter, mais Julien va reprendre le micro pour pouvoir prendre les questions et François Bourguignon va pouvoir vous répondre. Merci encore. Merci. Alors nous avons déjà un certain nombre de questions de la part des internautes. Je vais passer le micro dans la salle tout de suite dans 30 secondes. Je vais peut-être vous poser une question auparavant, une question qui concerne, je dirais, le facteur politique, la tolérance à l'inégalité. Est-ce qu'il n'y a pas, depuis, on va dire, la chute du mur de Berlin et l'écroulement de l'URSS, une moindre intolérance à l'inégalité qu'il pouvait y avoir auparavant? Les sociétés capitalistes, d'une certaine façon, avaient intégré le risque, la menace du contre-modèle et avaient intériorisé l'idée qu'il fallait mettre des garde-fous dans l'explosion des inégalités. On pouvait considérer au fond qu'un patron pouvait gagner 40 fois ce que gagnait un employé de base, mais pas 500 fois. Est-ce que le facteur politique n'a pas aussi eu un certain rôle dans cette explosion des inégalités au sein des nations? Dans l'explosion, dans la perception des inégalités, plutôt que dans les inégalités elles-mêmes. C'est possible. J'ai pas réfléchi à cet aspect des choses, effectivement, au fait que soudainement la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide a modifié assez radicalement beaucoup de données économiques et sociales dans nos pays. Mais peut-être, on a tout de même des informations assez précises sur la perception des inégalités,
et sur le degré de tolérance des inégalités. Il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été faites dans différents pays, d'ailleurs dont les résultats sont très intéressants. Si vous allez aux États-Unis, vous demandez aux Américains, est-ce que vous vivez dans une société qui vous semble juste, ou est-ce que vous trouvez qu'elle est absolument insupportablement injuste? La réponse à cette question va être à plus que 50%, on est dans une société parfaitement juste. En anglais, fair. Okay, c'est fair play. Vous allez en France, vous posez la même question, on va vous dire, la société est une catastrophe totale, c'est l'injustice criante. Alors que maintenant, vous aurez la même réaction d'ailleurs, un peu moins en Allemagne. Vous allez au Brésil, c'est encore pire. Là, cette fois-ci, c'est 90% des gens qui vous disent c'est insupportable. Et d'ailleurs, ils n'ont pas nécessairement tort. Mais donc ça signifie qu'il y a une perception qui est assez différente. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire oui, mais peut-être que effectivement la société américaine est juste. Peut-être que cette idée qu'ont beaucoup d'Américains que c'est pas tellement le fait que Bill Gates ait gagné tellement d'argent par rapport à d'autres gens, 500 fois ce que pouvait gagner un employé de base de Microsoft qui compte, mais c'est le fait qu'il est parti de rien et il a pu obtenir une fortune. Cette vision, elle est dans la culture américaine, et c'est ça qui fait que les gens pensent que la société est juste. Maintenant, les études qui ont été faites par les économistes montrent qu'il y a moins de mobilité aux États-Unis, en fait, que dans les économies, dans les sociétés nordiques, et qu'en Allemagne. Mais comment est-ce qu'on va dire et convaincre des gens de ces statistiques? Comment est-ce qu'on va leur dire, mais vous savez pas quoi, le rêve américain, c'est de la blague, vous ferait mieux d'aller vivre en Allemagne, vous avez beaucoup plus de chances de devenir un Bill Gates si vous êtes en Allemagne. Et de la même façon, quand vous prenez vous demandez aux gens le sentiment qu'ils ont sur l'augmentation des inégalités, alors c'est tout à fait extraordinaire. En France, on pose la question, est-ce que les inégalités ont beaucoup augmenté depuis 15 ans? Et la réponse est, c'est incroyable, elles ont décuplé en 15 ans. On va aux États-Unis et on se voit répondre, non, ça n'a pas beaucoup bougé. Et quand on compare les chiffres, on se rend compte qu'en France, c'est resté plutôt stable avec une petite augmentation en fin de parcours. Aux États-Unis, ça a été une véritable explosion. Et donc, ça, c'est assez intéressant parce que ça signifie que quand nous, économistes, on parle d'inégalité en prenant des critères de revenus, des critères très, très, très précis, on loupe peut-être quelque chose d'autre qui est important, qui est dans la perception des gens, qui est justement le fait que ce qui se passe tout en haut de la distribution est plus important que ce qui se passe au milieu, et puis qu'il y a d'autres dimensions à l'inégalité qui sont mal perçues, qui sont mal prises en compte par l'inégalité des revenus. Donc je crois que c'est plus compliqué que ça. Peut-être que vous avez raison et que la tolérance a changé. Moi, il me semble qu'il y a effectivement eu, et beaucoup d'économistes sont d'accord, de sociologues sont d'accord avec cette idée-là, il y a eu un changement dans les normes sociales. Quand on dit, quand JP Morgan disait qu'un PDG gagne plus que 20 fois ce que gagne le planton, ce ne serait pas normal, qu'aujourd'hui on soit passé de 20 à 500, et dans certains cas, non, 400 je crois, ou 500, je ne sais plus quel est le maximum, c'est extraordinaire, mais en même temps, ça a été toléré. Mon point de vue, c'est peut-être que ça a été toléré tant qu'il y avait une certaine prospérité dans le monde. À partir du moment où la prospérité diminue, à partir du moment où il y a des difficultés, je pense, mais j'ai dit ça en 2008 et manifestement je me suis trompé, mais je pense jusqu'à présent, je pense qu'un retournement peut avoir lieu si cette crise continue et si les inégalités qu'on observe ne diminuent pas. Merci, on va prendre peut-être des questions dans la salle maintenant. Oui, bonjour et merci beaucoup de l'exposé du livre. Je voudrais centrer sur un point de vue un peu différent pour le rattrapage des pays pauvres, à savoir, disons que les nations et les groupes de nations jouent un rôle peut-être un peu plus important que la seule mondialisation. J'en donnerai 3 exemples.
on parle toujours de la mondialisation, c'est surtout celle du capital. La mondialisation du travail reste très faible. Il y a à peu près 1% d'immigrés sud-nord sur la population mondiale. Par exemple, le travail non qualifié reste, et le travail en général, reste dirigé vers le pays même. Deuxième point, c'est qu'il y a un plus ou moins grand contrôle sur la mondialisation des différents pays. Et les pays gagnants sont ceux qui contrôlent mieux la mondialisation. J'en donnerai 3 exemples. La question du change. On sait très bien que les pays qui réussissent le mieux dans la croissance des exportations et la croissance, la Chine, l'Inde, etc., sont des pays qui ont un taux de change très sous-évalué par rapport à la parité de pouvoir d'achat. Ceux qui se plantent totalement actuellement, la Grèce, l'Espagne, ont un taux de change très surévalué. La question de la politique du commerce extérieur, on nous dit c'est le libre-échange total. Bon, historiquement, pour tous les pays pratiquement peuplés, et particulièrement pour les pays d'Asie, ça a été la politique de protection des industries naissantes. Et la politique de change très compétitif, disons, complète cette protection. Concernant la politique de libéralisation des capitaux, on nous dit que c'est la libéralisation financière absolue. Souvent, les pays qui marchent le mieux, la Chine, l'Inde, je reprends ces exemples, sont ceux qui ont contrôlé les capitaux flottants et qui ont limité ou interdit même la libéralisation totale des capitaux flottants. Enfin, je voudrais insister sur un 3e point sur le groupe de pays. Je termine. Une question, qui est un point important à mes yeux, à savoir, il y a eu grosso modo 2 gros blocages pour le rattrapage des pays du tiers-monde. D'abord la colonisation, ensuite la croissance démographique rapide. Et ce fait s'arrête effectivement pour les pays d'Asie vers 1980, et je crois que ça a joué un rôle important. Aujourd'hui, ces pays sont dans ce qu'on peut appeler la 2e phase de la transition démographique, c'est-à-dire que le taux d'emploi est extrêmement élevé et augmente. Je termine. Oui, mais et à l'inverse, les pays du Nord connaissent la 2e phase de la post-transition démographique, c'est-à-dire que le vieillissement est accéléré, et là, il y a un ralentissement. Accélération d'un côté, ralentissement de l'autre. Donc, sur ce dernier point, je vais absolument dans votre sens. Merci. Bon, nous sommes contents. Une question, s'il vous plaît, dans la salle. Une question cette fois-ci. Bonjour, merci encore. J'aimerais, si vous le voulez bien, creuser avec vous la notion de progrès technique, qui est, je trouve, une notion un petit peu délicate à manier, parce que pas toujours très précise, et puis elle est un petit peu à prendre comme cause et comme résultat dans une analyse de la mondialisation. Et je me demandais si la mondialisation pousse à la concurrence à l'innovation, jusqu'où cette notion d'innovation permettrait d'expliquer le profit, notamment en ce qui concerne les produits financiers. C'est pas toujours évident. Merci. Oui, merci. Sur le premier ensemble, c'est souvent des commentaires, mais je vais peut-être rajouter 1 ou 2 notes de bas de page aux commentaires. Sur le fait que la mondialisation, c'est la mondialisation du capital, oui, le capital bouge peut-être plus facilement depuis très longtemps que le travail. Le travail peut bouger très très facilement. Je veux dire, on a connu des phénomènes migratoires majeurs à la fin du 19e siècle. Et la raison pour laquelle le travail ne bouge pas beaucoup, c'est que, de ce point de vue-là, il y a une protection extraordinairement forte de la part des pays développés. Mais ce qui est intéressant, c'est que, d'une part, les économistes du commerce diront s'il y a suffisamment de mobilité des marchandises, alors à ce moment-là, on n'a pas vraiment besoin de la mobilité de la main-d'œuvre, ce qui est en partie exactement ce qui s'est passé. De l'autre côté, je veux insister sur le fait qu'il y a une mondialisation du travail qui est très forte, qui est en haut de la distribution. Et aujourd'hui, il y a une contagion des hauts revenus entre pays qui est absolument considérable. Vous allez dans un pays africain qui cherche à recruter un ministre des Finances en le débauchant de Wall Street ou du Fonds monétaire ou de la Banque mondiale, le ministre en question va dire très bien, je viens, et il sera formidablement utile à son pays justement parce qu'il a cette connaissance des marchés financiers internationaux, mais en même temps il demandera un niveau de salaire pas nominal mais en termes de pouvoir d'achat qui soit à peu près comparable à ce qu'il avait aux États-Unis ou ailleurs. Et si le ministre reçoit ça, le cabinet ne peut pas recevoir non plus beaucoup moins. Donc on assiste
dans pas mal de pays à une envolée des très hautes rémunérations qui ne s'explique pas autrement. Parmi les banquiers centraux dans le monde, le banquier central le mieux payé est celui de la BCEAO, l'Afrique occidentale. Donc ça montre bien qu'il y a ce phénomène de contagion est important. Et là, c'est vraiment un phénomène de mondialisation. Alors maintenant, sur le fait que la protection soit à un moment dans le processus de développement quelque chose d'important, bien sûr. Et bien sûr que les dragons asiatiques ne se seraient pas développés sans un minimum de protection. Et bien sûr que l'Inde a été le pays probablement le plus protégé dans le monde, en tout cas jusqu'à 1993. Le reste dans une large mesure. C'est vrai aussi que la Chine reste un pays qui est relativement protégé. Donc je ne veux absolument pas dire que la mondialisation, c'est l'abolition de toutes les barrières douanières. La chose qui est certaine, c'est que dans les pays développés, la protection a énormément diminué. La protection tarifaire, les droits de douane, pratiquement sont négligeables, à tel point qu'on est même dans l'incapacité de donner des préférences commerciales parce qu'on n'a presque plus rien à gagner sur les droits de douane. Il y a par contre effectivement une protection non tarifaire qui se développe. Et donc, ce n'est certainement pas mon propos de dire qu'il faut éliminer le protectionnisme partout. Quand j'ai parlé tout à l'heure des arguments contre le protectionnisme, je parlais plutôt des économies développées. Quant à ce que vous dites sur la croissance démographique et les phénomènes inversés, on est d'accord là-dessus. Sur le progrès technique et l'ambiguïté du progrès technique, on est là aussi complètement d'accord. Il y a ce débat a un peu disparu de la littérature économique, mais il y a une dizaine d'années, un tout petit peu plus, une douzaine d'années, il y avait un grand débat, notamment dans la littérature américaine, pour savoir si, dans l'augmentation des inégalités salariales qu'on observait à l'époque, et qui venaient plutôt du bas de la distribution plutôt que du haut de la distribution, qu'est-ce qui était responsable? Est-ce que c'était la concurrence des produits des pays du Sud, ou est-ce que c'était le progrès technique? Et il y a eu tout un débat avec des gens disant c'est 40% l'un, 60%, pardon, pas 70%, l'autre, etc. etc. Et en fait, vous avez raison dans la mesure où les deux sont intimement liés. C'est parce qu'on fait du progrès technique qu'il y a la possibilité de mondialiser. Quand je parlais tout à l'heure de ce qu'il est possible de faire grâce à l'industrie des communications aujourd'hui, le fait de traiter des contentieux ou de la comptabilité à 10 000 km de là où on se trouve, c'est effectivement le résultat du progrès technique. La diminution des coûts de transport ou des moyens ou des facilités ou des techniques de transport relèvent aussi de ça. L'augmentation de la taille des containers, etc. etc. Donc, de ce point de vue-là, le progrès technique peut entraîner la mondialisation. Et d'un autre côté, le progrès technique est produit par la mondialisation dans la mesure où il peut résulter d'une concurrence et d'une innovation forte. Alors vous mettez en doute éventuellement les effets de l'innovation dans un certain nombre de secteurs. On peut effectivement se poser la question de ce que signifie exactement l'innovation dans le secteur financier et est-ce que la création de tous ces produits dérivés a été quelque chose de très utile. Cela étant, la création de ces produits dérivés et le marché, en fait il n'existe pas de marché, mais les transactions sur ces produits dérivés ont elles-mêmes été facilitées par l'industrie de la communication, etc. Donc tout ça est encore lié, le progrès technique est encore présent. Et puis dernier élément qui relie le progrès technique et la mondialisation, c'est le fait que le progrès technique est partagé très très rapidement. Aujourd'hui, le iPhone 5 est attendu et sera diffusé dans un grand nombre de pays pratiquement en même temps, que ce soit des pays en développement ou que ce soit des pays développés. Donc tous ces éléments-là, effectivement, se mélangent ou sont présents dans la relation progrès technique et mondialisation. Donc j'ai bien insisté dans ma présentation sur le fait que ces facteurs ne sont pas indépendants. Mais les relations exactes sont difficiles à mettre en évidence. Une autre question, monsieur.
votre quatrième partie sur que faire, vous n'avez pas parlé de protection sociale. Oui, non, effectivement, le que faire était un peu la partie naine de ma présentation, et je le regrette. À la limite, ça devrait être la partie la plus importante, mais je me suis arrêté trop souvent en route, et donc je n'avais plus beaucoup de temps sur la fin. La protection sociale, quand je parle de fiscalité, je veux parler de façon générale de l'ensemble de la redistribution qui a lieu à travers des prélèvements d'un côté, des transferts de l'autre. Et donc la protection sociale, elle fait partie évidemment de ça. On peut dire que aujourd'hui la fiscalité est importante pour corriger les inégalités parce que elle va toucher et amputer les revenus des plus riches. C'est un aspect des choses. Mais un autre aspect des choses, c'est de se rendre compte que, alors c'est de nouveau des choses dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais les notions de vulnérabilité, les notions en France en particulier, d'incertitude vis-à-vis de l'emploi. La France est un pays qui est relativement égalitaire en termes de revenus. Et c'est très bien, je pense qu'on peut s'en féliciter. Néanmoins, c'est un pays dans lequel l'inégalité vis-à-vis de l'emploi est probablement plus forte qu'ailleurs. Et donc, si on essaye d'avoir une vision un peu plus générale de l'inégalité, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Alors, de ce point de vue-là, quand vous parlez de protection sociale, il est évident que là, ça joue énormément. Mais on ne fait pas non plus tout avec la protection sociale. J'étais personnellement très très frappé parce que bon, j'ai pas mal travaillé sur ces questions de protection sociale. Il y a un certain nombre d'années, quand on a commencé à parler de la fracture sociale, vous savez certainement de cette campagne électorale, j'étais un petit peu étonné. On venait d'inventer le RMI à l'époque et des mécanismes de ce type-là. Et comme économiste ou comme jeune économiste encore, peut-être pas tellement, mais encore, disons, je me disais, finalement, on a la protection sociale, on a tout balisé et tout va bien. Et il m'a fallu un certain temps pour réaliser que cette notion d'inégalité va beaucoup plus loin que la notion de revenu. Ce n'est pas parce que j'ai un revenu garanti, mais qu'éventuellement je ne suis pas capable de m'intégrer sur le marché du travail, que les choses vont bien. Il y a une inégalité qui continue à exister, qui est une inégalité presque de chance, qui fait que moi je n'ai pas accès à un emploi décent, etc., alors que d'autres l'ont. Et ça, c'est quelque chose qui est formidablement important et qu'on ne voit pas vraiment dans les statistiques qu'on manipule. Donc, ça n'est pas un oubli de ma part, c'est un oubli dans la présentation. Merci. Comment expliquez-vous cette inertie apparente des politiques ? En 2008, il y a eu de grandes déclarations qui ont été faites au sommet du G20. Aucune n'a été finalement suivie des faits, notamment dans la finance. Et voilà, je voudrais savoir un petit peu comment vous expliquez cette inertie apparente du politique face à ces phénomènes économiques, dont tout le monde est d'accord finalement sur l'accroissement des inégalités. Vous avez dit tout à l'heure qu'il était inimaginable de doubler le taux d'imposition moyen aux États-Unis. Pourquoi c'est inimaginable ? Les 5% des plus riches ne font en principe que 5% des voix. Et donc, du coup, je voudrais savoir si la politique économique a encore un sens aujourd'hui. Donc, votre question est très intéressante et vous avez probablement déjà donné une partie de la réponse en disant que, ou peut-être de la non-réponse, en disant que 5% des riches, ça fait 5% des votes. Non, c'est assez intéressant parce qu'on a eu une discussion assez intense il y a quelques jours avec Joseph Stiglitz sur ce point-là, parce que dans son livre, il insiste beaucoup sur ce côté politique, en disant finalement cette inégalité qui croît, ça nous met dans un cercle vicieux, dans la mesure où plus d'inégalité signifie aussi plus d'inégalité du poids politique et donc plus de pouvoir en haut de la distribution
qui va, bien entendu, utiliser ce pouvoir pour maintenir tous ces avantages. Alors, c'est tout à fait possible. J'ai personnellement un tout petit peu de doute, un tout petit peu de recul devant la vision d'un monde dans lequel il y a des complots, dans lequel les 5% se réunissent un jour pour dire voilà ce qu'on va faire. On va être sûr de préserver nos avantages et même d'augmenter nos avantages. Et à cause de ça, on va pousser tel candidat plutôt que tel autre. Je pense que les choses sont un peu plus compliquées que ça. Et je ne suis pas sûr que ce soit l'inégalité en tant que telle qui joue. Je crois que c'est plutôt des secteurs de l'économie qui essayent de garder l'importance qu'ils ont, ou éventuellement de gagner en importance, plutôt que des individus qui cherchent à augmenter ou préserver leur fortune. Ce que je veux dire par là, c'est que quand un PDG démarche un président de la République, fait partie des fameux visiteurs du soir d'un président de la République, le PDG ne va pas voir un président de la République pour lui dire il faut faire ceci et faire cela pour protéger le 1% ou les 5% plus riches. Il va pour dire il faut faire ceci et cela pour protéger le secteur automobile, pour encourager le développement du secteur bancaire, de l'assurance, etc., etc. Voilà ce qui est bon de notre point de vue pour notre société et donc, pour paraphraser, ce qui est bon pour l'ensemble du pays. Je ne suis pas sûr que ce soit l'inégalité en tant que telle qui joue là. Alors maintenant, les deux phénomènes peuvent être liés. C'est peut-être les secteurs dans lesquels se gagnent beaucoup d'argent qui ont plus de pouvoir de lobbying par rapport au marché politique. C'est possible. Mais je ne crois pas que les choses soient aussi simples que ça. Je crois que ça mérite un peu plus d'examen. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a une sorte de complot par lequel les riches essayent de circonvenir les politiques pour maintenir leur richesse et l'augmenter. Alors, cela étant, et pour revenir sur votre remarque, 5% de riches, c'est 5% de voix, oui, mais c'est plus que 5% des voix, parce qu'il y a effectivement une activité ou un activisme politique dans un sens très particulier du terme activisme qui est fort et qui est accompagné de moyens importants. Et donc de ce point de vue-là, on sait très bien que l'idée de l'électeur médian, qui est finalement celui qui décide de tout, est une idée chez les théoriciens de l'économie, mais ne correspond pas à la réalité. Donc, loin de moi de dire qu'il n'y a pas de rapport entre inégalité et politique, mais je ne crois pas qu'on ait des idées très claires sur la façon dont ça fonctionne. Bonjour. Dans quelle mesure la multiplication des initiatives locales, de développement local, qui tendent à rattraper quand même les inégalités, peuvent infléchir la dynamique de la mondialisation de l'inégalité? C'est-à-dire, en fait, dans quelle mesure les initiatives microéconomiques locales, le développement local qui tendent souvent dans les exemples de tous les pays à rattraper ces inégalités peuvent rejoindre? Bon, je pense qu'elles sont évidemment, elles peuvent jouer effectivement un rôle. Elles joueront un rôle d'autant plus fort que ces initiatives seront capables de se généraliser, de montrer qu'il y a un certain nombre de possibilités qui sont peu exploitées par des sociétés et qu'en mobilisant certaines ressources, certaines volontés, il est possible de créer des systèmes économiques qui sont en même temps plus efficaces et en même temps plus égalitaires. Donc il est évident que ça doit jouer un rôle important. Et
On parlait de protection sociale tout à l'heure. L'égalisation des capacités des gens passe par des mécanismes qui sont essentiellement microéconomiques. Quand on parle de microfinance, quand on parle de microcrédit, on parle très exactement de ça. On parle d'essayer d'égaliser l'accès à un certain nombre de facilités économiques dans la population, et ça ne peut que contribuer à l'égalisation des revenus. Maintenant, ça existe d'un côté, et de l'autre côté, vous avez des forces macroéconomiques qui font que les salaires ne croissent pas très très vite, que les profits croissent beaucoup plus vite, et aussi que certaines personnes ou certains groupes dans la société sont capables d'augmenter leurs revenus beaucoup plus rapidement que les autres. Et tout ça coexiste. Donc il ne faudrait surtout pas dire c'est pas la peine de travailler au niveau local, parce que de toute façon au niveau local on ne fera jamais rien contre les rémunérations des Bernard Arnault et autres Agon, peu importe. Non, il faut effectivement essayer d'exploiter tout ce qui est possible. Et quand je parlais tout à l'heure, après avoir dit un mot sur la fiscalité, j'ai parlé de l'égalisation des chances, notamment dans le secteur éducatif. C'est très exactement le même type d'initiative dont vous parlez. J'avais une question d'un internaute. Est-ce que finalement l'explosion de la dette n'est-elle pas le corollaire de l'explosion des inégalités dans les pays développés? La dette étant censée compenser, l'État, d'une manière générale, les pouvoirs publics, utilisant l'argent de la dette pour compenser les effets de l'inégalité. La proposition est intéressante. Je sais pas. Je confesse que je n'y ai pas vraiment réfléchi. Non, je ne crois pas que je vois un rapport très. Alors, oui, il existe quelque part un rapport dans la mesure où essayer de contrôler la progression de la dette, si dans les pays dans lesquels la dette a progressé très rapidement, on avait décidé de serrer les boulons et d'empêcher cette dette d'augmenter, il est tout à fait possible, même plus que probable, qu'il y aurait un ralentissement de l'activité économique et que le pouvoir d'achat de la majorité des citoyens n'aurait pas augmenté de la façon dont elle a augmenté. Autrement dit, on aurait probablement, certainement, influencé l'évolution du pouvoir d'achat de la population. Est-ce qu'on aurait influencé la répartition de ce pouvoir d'achat? C'est une autre affaire. On a plutôt le sentiment que dans des périodes dans lesquelles on serre les vis, pour empêcher la dérive des finances publiques, on a plutôt le sentiment que les salariés s'en tirent plutôt pas trop mal parce qu'il y a une stratégie de la part des entreprises de conserver leurs salariés pour le moment où l'activité reprendra. Il y a le phénomène du chômage dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est effectivement quelque chose qui va dans l'autre sens. Mais le fait que les entreprises protègent leurs salariés au moins au début d'une période de ralentissement fait que les profits diminuent. Et donc, macroéconomiquement, ce serait plutôt un facteur d'égalité. Donc, c'est possible. C'est possible que, finalement, en permettant aux entreprises et à l'ensemble de l'économie d'aller de l'avant, on ait facilité l'évolution ou l'augmentation des profits, qu'on ait contribué à la prospérité financière et qu'on ait contribué à la prospérité des entreprises et des propriétaires d'entreprises. Donc ça a certainement un rapport. Est-ce que le rapport est très étroit? Ça reste à voir. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que la dette s'est accumulée parce qu'il y avait beaucoup plus d'inégalités. En tout cas, je ne pense pas que ce soit le cas dans les pays européens. Cela étant, si maintenant je traverse l'Atlantique, il est difficile de ne pas penser que l'augmentation des inégalités n'a pas joué un rôle important
dans la genèse de la crise américaine. Et le rôle, c'est simplement qu'une société beaucoup plus inégalitaire, comme aux États-Unis, d'une société dans laquelle il y a de plus en plus d'épargne et de moins en moins de demandes de consommation. Et une vision des choses, c'est de dire à cause de ça, trop d'épargne, ça contribuait à des taux d'intérêt très bas. Des taux d'intérêt très bas, ça entraîne les banques à donner beaucoup plus de facilité de crédit, à prendre beaucoup plus de risques. Et on a constaté dans l'histoire économique que chaque fois qu'on passait par des périodes de taux d'intérêt très bas, on débouchait très fréquemment sur des crises. Donc, dans le cas des États-Unis, je pense qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse que l'inégalité qui s'est développée dans les années 90 et début des années 2000 est un rôle dans la crise. Y a-t-il encore d'autres questions dans la salle? Bonsoir messieurs. Alors, je vais poser une question un peu naïve, mais donc vous avez fait le point sur les inégalités économiques dans votre ouvrage. Pensez-vous que l'analyse ne doit-elle pas porter dans un premier temps sur les inégalités de droit, fait générateur des inégalités économiques? Merci. C'est un autre sujet, mais bon, peut-être avez-vous des éléments de réponse? Bon, je ne suis pas sûr de savoir interpréter les inégalités de droit. Mais il me semble que j'ai fait allusion à cet aspect-là des choses quand j'ai opposé l'inégalité des résultats avec l'inégalité des chances, ce qu'on appelle en anglais les opportunités, qui, je pense, sont directement liées à des inégalités de droit. C'est qu'à partir du moment où, dans une société, deux personnes n'ont pas le même ensemble de possibilités, et ça va être, dans certains cas, le résultat d'une inégalité de droit, il est évident qu'on installe une inégalité dès le départ, puisque l'ensemble des possibles n'est pas le même pour les deux individus. Alors, il est possible que, parce que les individus ont des préférences radicalement différentes, celui qui est handicapé aura la possibilité de surcompenser ce handicap. Ça n'est pas du tout exclu. Mais en moyenne, on peut effectivement penser que, d'une part, cette inégalité initiale, a priori, va générer de l'inégalité dans les résultats. Et je trouve, comme économiste, de façon presque beaucoup plus importante, le fait que cette inégalité est inefficace. C'est-à-dire qu'on aura des capacités des individus qui seront inexploités à cause de ça. Et on a tendance, et c'est très bien, de parler des inégalités en termes souvent éthiques ou de philosophie morale. Et c'est certainement une dimension absolument cruciale du débat sur les inégalités. Mais il y a aussi un débat sur les inégalités qui est un débat positif. Je veux dire, attention, les inégalités sont néfastes. Elles sont néfastes dans certains cas à l'activité économique. Elles sont néfastes parce qu'elles créent, à partir d'un certain stade, des tensions qui gênent l'activité. Et donc, lutter contre les inégalités ne se fait pas parce qu'on est en faveur de la justice sociale, pas seulement, ce que je veux dire, parce qu'on est en faveur de la justice sociale, ça peut se faire aussi parce qu'on est en faveur de l'efficacité de nos systèmes économiques. Donc, je pense que j'ai en partie répondu, et dans le livre, j'en parle, peut-être pas suffisamment, mais c'est un tout petit livre. Donc, peut-être que dans le prochain, je parlerai plus longuement de ça. Il est quand même déjà 8h moins 20, donc je crois qu'on va s'arrêter là. Merci à tous d'être venus. Merci surtout à vous, François Bourguignon, de votre exposé, de votre conférence, tout à fait passionnante.